Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission d'Incidence. Ce soir, trois sujets au menu. Le démenti de l'ambassade de France au Maroc, le surprenant démenti. L'annonce par un responsable de la milice terroriste du Polisario du recours prochain par cette milice à des drones pour mener des attaques contre les positions des forces armées royales marocaines sur le mur tout au long du mur de défense. Et troisième point, ce sera les éventuelles sanctions américaines contre l'Algérie. S'agissant du démenti français, démenti publié par l'ambassade de France au Maroc, déjà il y a eu une réaction aujourd'hui, celle du porte-parole du gouvernement marocain, M. Baïtas, qui s'est dit surpris par ce démenti qui ne répond aucunement à une quelconque tradition diplomatique. La question de savoir pourquoi diable est-ce que l'ambassade de France a cru bon de publier un démenti sur un événement dans lequel le Maroc n'est aucunement partie prenante. Je rappelle, ce démenti vient dire que l'Élysée n'a eu aucun rôle, n'a joué aucun rôle, ne s'est absolument pas impliqué dans l'interdiction qui a frappé le leader du MAC et président de la NAVAD, le gouvernement kabyle en exil, M. Farhat Mani, alors qu'il devait être interviewé sur la chaîne française CNews. Nos informations avaient assuré que, effectivement, cette interdiction ou cette censure de dernière minute était intervenue suite à une pression d'Alger sur l'Élysée et que l'Élysée avait enjoint M. Bolloré à ce qu'il ordonne aux dirigeants de sa chaîne à ce qu'il annule cette interview. Et nous avions publié une vidéo que nous avaient envoyée des proches de M. Farhat Mani. Dans cette vidéo, nous voyons le moment où le responsable de l'interview, M. Yvan Firioul, qui montrait sa surprise. Mais revenons à ce démenti. D'abord, il faut préciser que l'ambassade de France au Maroc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas de titulaire. La précédente ambassadrice, Mme Hélène Le Gall, a quitté son poste il y a quelques jours pour rejoindre une nouvelle nomination au sein de l'Union européenne, un poste de directrice générale. Et aujourd'hui, c'est le chargé d'affaires, nouvellement débarqué, M. Arnaud Pêcheux, qui gère les affaires courantes de l'ambassade en attendant la nomination d'un nouvel ambassadeur et que celui-ci arrive au Maroc et présente ses lettres de créance avant de pouvoir officiellement exercer ses fonctions. Il y a des explications. Une première explication, c'est que, échaudé par une certaine guerre informationnelle qu'elle a subie au Mali, au Burkina Faso, qui se poursuit encore au Niger, les autorités françaises ont peut-être cru bon de répondre à une presse marocaine qui a commenté, il faut le reconnaître, a largement commenté cette interdiction. Mais cette justification n'est pas suffisante. Ce n'est pas une explication qui puisse convaincre. Parce que il aurait fallu que
les concernés, que ce soit CNews ou l'Élysée, ou le porte-parole de l'Élysée, d'abord démentent l'information qui est sortie, et ce n'est pas une information, ce n'est pas une source marocaine qui a affirmé que l'Élysée a été à l'origine de cette interdiction, mais c'est une source kabyle. Et donc, la source kabyle, elle est en France, et c'est même pas, en fait, c'est même pas la source kabyle, c'est une vidéo qui a été claire, que tout le monde a pu voir et écouter. Et donc, à partir de ce moment-là, le démenti aurait dû se faire en France. Et après coup, peut-être que, face à une importance qu'aurait pris l'information au Maroc, l'ambassade de France aurait pu relayer ce démenti. Mais comme ça, que le premier démenti sur cette affaire soit l'objet ou l'acte de l'ambassade de France, c'est franchement incompréhensible et ça vient rajouter encore plus d'incompréhension aux relations franco-marocaines. Et je rappelle que incompréhension, il y avait aussi cette déclaration du président français Emmanuel Macron qui, au sortir d'un festival de musique, à la surprise générale des observateurs, annonce à des badauds qu'il annonce une visite officielle au Maroc en octobre. Bon, on est au 6 octobre, il n'y a toujours pas de nouvelles officielles d'une telle visite, donc on a l'impression qu'il y a des déclarations qui se font un peu, d'une manière un peu anarchique de la part de la France. Et ma foi, je me permettrai de paraphraser une analyste française, Caroline Galacteros, qui a déclaré que la France se trouvait en état de mort cérébrale stratégique. Et il semble effectivement que ce soit le cas, que la France, ou que l'Élysée, ait quelque peu perdu la boussole et ne sait plus où donner de la tête. C'est vrai que si on considère les derniers scandales, la mise en cause d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, le garde des Sceaux français Éric Dupond-Moretti qui devrait comparaître prochainement pour trafic d'influence, le fait que la France se retrouve en hors-jeu dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le fait de s'être fait carrément jeter du Mali d'une manière pas très courtoise, les derniers événements au Burkina, il est vraiment temps pour la France de se remettre un peu en question et de revoir sa stratégie, sa politique et ses relations, notamment avec l'Afrique. Le deuxième point de cette soirée, c'est l'annonce qui a été faite par un certain Omar Mansour, un cadre de la milice du Polisario. Il a fait une déclaration en Mauritanie et il a annoncé que sa milice allait recourir prochainement à l'utilisation de drones dans ses attaques contre le mur de défense marocain établi le long de la frontière entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Et cette déclaration a suscité beaucoup d'interrogations. En fait, ce qui devrait retenir l'attention, ce n'est pas uniquement l'utilisation éventuelle de drones, mais aussi des missiles. Et le 13 janvier
2021, le Polisario avait annoncé avoir lancé des missiles contre le poste frontalier de Guelguelet. Une annonce qui s'est révélée un immense gag, puisque immédiatement des vidéos avaient circulé depuis le poste de Guelguelet indiquant que le trafic international de marchandises entre le Maroc et la Mauritanie se déroulait le plus normalement du monde et qu'il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Pourtant, le 16 septembre dernier, l'agence de presse du Polisario a encore remis une couche en insistant qu'elle avait eu recours dans un communiqué qui était le 600 et quelques, qu'ils avaient eu recours à des missiles. Et là, on se pose la question. Comment est-ce que le Polisario, qui est une milice terroriste esselée dans les camps de l'Ahmada, peut-il, ou cette milice peut-elle, disposer de missiles et maintenant de drones? Et là, on sait que certaines informations avaient fait état de la possession effectivement de missiles de la part du Polisario, et que ces missiles étaient de fabrication iranienne, que des instructeurs du Hezbollah s'étaient rendus à Tindouf avec la bénédiction du parrain algérien pour former les éléments terroristes du Polisario au maniement de ces missiles. Aujourd'hui, s'agissant des drones, il semblerait que ces drones-là soient ou de fabrication russe, ou alors de fabrication iranienne, mais surtout et probablement d'une fabrication artisanale avec, si je peux me permettre, on mettra entre guillemets, un transfert de technologie du Hezbollah. Et là, ça nous renvoie un peu aux drones des Houthis qui sont confectionnés sur place avec justement une technologie iranienne. Cette information sur les drones va nous permettre de faire une transition sur directement le parrain algérien et les sanctions que réclament certains membres du Congrès, 28 exactement. Mais avant, on va voir certaines images pour comprendre un peu le contexte dans lequel a été fait cette annonce au sujet des drones. Nous allons avoir là une première image. Deux secondes. Voilà. Alors, sur cette image, vous voyez en bas à gauche la ville de Tindouf. À l'extrême opposé du cadre, vous avez un point qui est El Essel, une petite bourgade. Cette petite bourgade abrite depuis quelque temps, et c'est la 3e région militaire algérienne, cette bourgade abrite une base aérienne algérienne. Et là, on peut voir la base aérienne. Et ici, on peut même voir 2 MiG soviétiques, enfin russes, au sol. Et on reviendra sur cette vue générale pour expliquer que cette base se trouve à 300 km au nord-est de Tindouf. Et qu'en même temps, cette base, si vous voyez en haut à gauche, vous pourrez probablement voir l'inscription Ouad al-Dala'a qui fait la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et de la frontière marocaine à Essel, à la base aérienne algérienne, il y a exactement 74 km. Alors,
ceci nous permet, et nous avons pu consulter certaines sources, cette base aérienne viendrait en appui justement au Polisario, un appui logistique qui permettrait d'emmagasiner, de stocker aussi bien des missiles que des drones et qu'ils n'en sortent qu'en dernière minute, juste avant utilisation. Dernière minute s'entend, c'est-à-dire que les missiles ou les drones qui sont fournis bien sûr par le parrain algérien ne sortiront que quelques heures ou avant une opération donnée. Et donc, là, on se pose la question de savoir que recherche exactement aujourd'hui l'Algérie en fournissant des missiles et des drones au Polisario. Est-ce que l'Algérie tient absolument à créer ou à ouvrir un conflit armé avec le Maroc, même par proxy interposé? Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que il n'y a pas de logique en fait. C'est vrai que depuis le temps, on devrait être convaincu de l'absence de logique et de cohérence chez la junte gérontocratique algérienne. Mais quand même, il faut rappeler que le 1er novembre prochain, quand même, devrait se dérouler le sommet de la Ligue arabe d'Alger, les 1er et 2 novembre. En même temps, on sait que le pouvoir algérien a claironné à tue-tête à qui voulait l'entendre que ce sommet était d'ores et déjà annoncé comme un succès. Alors comment se fait-il que, en même temps, le pouvoir algérien veut faire de ce sommet un succès et qu'en même temps, il met tout en place pour que ce soit un échec? Il y a de multiples incohérences. Il y a une autre incohérence, et là, on n'a pas pu le confirmer, mais il paraîtrait, et vous pourrez probablement chercher l'information, que Asholo aurait publié aujourd'hui un article dans lequel ce journal affirmerait, personnellement je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas trouvé, c'est juste un commentaire que j'ai reçu, et dans lequel Sholoq affirmerait qu'au cas où le roi Mohamed VI déciderait de participer au sommet d'Alger, qui serait reçu avec tous les honneurs dus à son rang, dans la plus pure tradition hospitalière algérienne. Et si effectivement cet article est bien paru, c'est encore une incohérence. Parce que comment est-ce que, d'un côté, il y a une annonce d'une réception, je dirais, presque chaleureuse ou tout au moins normale, et qu'en même temps, l'Algérie soit en train de renforcer l'armement de son proxy. Vraiment, ces incohérences qui ont motivé, je pense, un entretien qu'ont eu hier le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, avec l'ambassadrice américaine, Madame Morobin, un entretien à la demande de Lamamra, qui a reçu l'ambassadrice américaine au siège de son ministère, et durant cet entretien, d'après certaines fuites, il aurait tenté de rassurer l'ambassadrice américaine quant à l'attitude algérienne vis-à-vis de la Russie et que l'Algérie ne comptait en aucun cas s'aligner sur les positions russes, ni permettre
à la Russie de se déployer dans l'Afrique, en Afrique du Nord. Et je pense que cette affirmation fait allusion à l'accord signé entre l'Algérie et la Mauritanie pour la surveillance par les Algériens des côtes maritimes mauritaniennes. En tout cas, il semblerait que l'ambassadrice américaine n'ait pas mâché ses mots lors de cet entretien et aurait manifesté le vif mécontentement de nombreuses parties américaines quant à l'attitude algérienne dans le dossier russe. Et par contre, ce qui n'a pas filtré, c'est de savoir est-ce que l'ambassadrice américaine a ou non aussi tensé le ministre algérien sur des relations, je dirais, un peu contre nature qu'entretient le régime algérien avec l'Iran. Et là, probablement, on reviendra dans une autre émission avec l'accord de M. Anwar Malek qui a révélé un énorme scandale et qui, s'il se confirme, ce serait véritablement, je dirais, époustouflant puisque il paraîtrait que selon les premiers indices dont il dispose, je parle toujours de notre confrère Anwar Malek, c'est que son arrestation à l'aéroport international turc d'Istanbul aurait été le fait d'une cellule iranienne, d'une cellule des services de renseignement iraniens en collaboration avec les services de renseignement extérieurs algériens. Et là, si cette affaire-là se confirme, c'est véritablement la confirmation que l'Algérie marche vraiment la main dans la main avec les Iraniens, pour ne pas dire autre chose. Merci. Si vous le voulez bien, nous passons un peu aux questions, si vous avez. Alors, bonsoir un peu à tout le monde. Alors, Mohamed S, Reda Bond, Bent El Makhzen, Biba Paul, un habitué, Monk, Alaikum Salam, Sissi Patriote Tavi, Bent El Makhzen, 5X, Rachid B, Salam El Baznarif, bonsoir Alex, Lamia 2F, Étoile verte sur fond rouge, Commandeur El Fassi, Dida FF Salam, Moul Hanout, Plume verte. Donc, s'il y a des questions, marhaba. En tout cas, il y a un autre aspect, mais je pense que on peut en parler, mais ce serait peut-être... c'est que certains se posent la question de savoir, et si le Polisario effectivement utilisait ces drones pour attaquer les positions marocaines ou les missiles, quelle serait la réaction des autorités marocaines? Je pense que déjà, il y a deux configurations. Soit les départs se font à partir du territoire algérien, ou se font à la limite de la frontière sur la zone tampon. Que les drones, pour les missiles, ils sont portés sur des engins blindés, ils peuvent bouger assez facilement pour être lancés. Par contre, pour les drones nécessitent des pistes d'envol. Et les pistes d'envol, il serait très compliqué
de pouvoir établir, que le Polisario puisse établir des pistes d'envol dans la zone tampon sans que les forces armées royales marocaines ne les détectent et ne les neutralisent. Donc reste l'éventualité que ces drones prennent leur envol à partir du territoire algérien. Effectivement, si ces drones partent du territoire algérien, il y aura une nouvelle variante très importante, une nouvelle donne, qui fait que le Maroc serait tout à fait en droit, au vu de la législation internationale, d'exercer un droit de poursuite qui est assimilé à un droit de légitime défense. Mais là se poserait aussi la question de savoir est-ce que le Maroc voudrait exercer ce droit? Et là je rappelle que pratiquement en 50 ans de conflit, le Maroc n'a jamais usé de ce droit. Est-ce qu'il en userait aujourd'hui? Personnellement, il me semble très difficile que le Maroc puisse recourir à ce droit parce que ce serait exactement faire le jeu du pouvoir algérien et permettre justement l'établissement d'un conflit armé ouvert et permettre à la gérontocratie algérienne de faire une unité nationale contre le Maroc, exactement ce que le même scénario de 63, lorsque le gouvernement algérien de l'époque, afin de réduire politiquement les émeutes kabyles qui étaient dirigées à l'époque par feu Hussein Ahmed, avait créé ce conflit de la guerre des sables en attaquant un poste isolé des forces auxiliaires et en décimant la dizaine d'éléments qui constituaient ce poste. Et à partir de là, a démarré ce qu'on a désormais appelé la guerre des sables. Et ça a permis à l'Algérie d'unir ses rangs contre le Maroc et à partir de là de sortir cette légende que ce soit le Maroc qui ait ouvert les hostilités. Aujourd'hui, et si on a remarqué tout au long de ces 2 dernières années, depuis le renversement de Abdelaziz Bouteflika, les autorités militaires algériennes ont toujours essayé de lever le ton ou de pousser à la provocation pour avoir une réaction marocaine, une réaction qui n'est jamais intervenue dans le sens où le souhaite le pouvoir algérien. Donc, alors, est-ce que le Polisario sera classé comme un groupe terroriste par les États-Unis prochainement? Alors, c'est justement le sujet d'un tweet que nous avons publié hier. Effectivement, il semblerait que, d'après nos informations, il y ait de très fortes pressions qui sont exercées sur Joe Biden pour qu'il signe un décret présidentiel classant le Polisario comme étant une organisation terroriste. Par ailleurs, et aujourd'hui, nous avons aussi pu apprendre que certains pays, et l'Espagne, pour ne pas la nommer, serait déjà en train ou aurait déjà pris quelques mesures au cas où effectivement le Polisario serait classé organisation terroriste. En gros, selon cette source, qui explique que l'Espagne pourrait passer à des actions judiciaires au cas où cette classification ait lieu. Et je pense que de toute façon, le Maroc aussi, si jamais l'aile militaire ou le Polisario dans son intégralité sont classés comme organisation terroriste, à partir de ce moment-là, toute déclaration d'appartenance à ce groupuscule
serait une incrimination et une auto-implication dans un acte terroriste ou dans une apologie du terrorisme. Si des drones décollaient depuis l'Algérie, est-ce que ce serait un casus belli? Tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où il y aurait un lancement de drones à partir du territoire algérien, on peut considérer techniquement que c'est une déclaration de guerre. La question de Seb Mathieu, les Américains risquent certainement d'inscrire sur liste terroriste du Polynésien et de toute l'Algérie. Ben, en fait, ce qu'on voit sur l'Algérie, c'est que l'Algérie est en train de se diriger un peu vers un statut d'État voyou. Parce que si des collusions sont véritablement avérées et qu'il y ait des faits rapportés quand à la préparation d'actes d'enlèvement, par exemple, ou d'élimination d'opposants en collaboration avec les services iraniens, ça placerait l'Algérie véritablement dans une très très mauvaise posture. Et on rappelle aussi qu'aujourd'hui, ce sont 21 membres du Congrès qui demandent des sanctions contre l'Algérie. Ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines semaines. Et je pense aussi que les différentes décisions du pouvoir algérien risquent plutôt d'envenimer les choses pour eux. Alors, Karim. Bon, ça, s'il y a un régime de trop, c'est pas à moi de me prononcer. La Mauritanie est-elle sous influence iranienne? Pensez-vous que le groupe Wagner est présent dans ce pays? Pour le moment, ni l'un ni l'autre n'ont été signalés. À aucun moment, il y a eu un signal de présence iranienne en Mauritanie, pas ce que je sache, ni non plus pour le groupe Wagner. Pourront-ils faire décoller leurs drones et les piloter à distance depuis la zone d'Oum el-Assed? Oui, tout à fait. Ça dépend de quel type de drone c'est, quel est le rayon d'action, etc. Donc c'est juste une question de performance technique. Y a-t-il des accords sécuritaires entre le Maroc et les États-Unis pour contrer l'influence russe et iranienne en Afrique de l'Ouest? Disons qu'il y a des intérêts communs. Disons qu'il y a des intérêts communs. Il y a des stratégies, mais qui ne sont pas rendues publiques. Et chaque pays s'intéresse à son environnement et la sécurité de l'environnement concerne la sécurité intérieure du pays. Non, le Hezbollah, il est présent en Algérie. De nombreuses fois ont été rapportées la présence d'instructeurs du Hezbollah, surtout dans les années, entre les années 2018 et 2020, ça a été rapporté. Ils ont fait de la formation à la milice du Polisario, à Tindo, puis ils ont accueilli aussi les membres du Polisario pour des formations en Syrie. Là, il n'y a aucun doute que le Hezbollah a été présent. Bon, maintenant, est-ce que, par la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a une antenne du Hezbollah? À partir du moment où il y a un centre culturel iranien à Alger, que ce soit le Hezbollah, les passes d'Aran ou autres, c'est du pareil au même. Sultana Khaya pourrait être inquiété au Maroc si le Polisario était inscrit sur la liste. Exactement. Ben, à partir du moment où le Polisario serait déclaré comme organisation terroriste, toute
personne qui se déclarerait sympathisante de cette organisation terroriste tomberait sous le joug de la loi et pourrait être poursuivie devant les juridictions compétentes. Que deviendraient les résolutions du Conseil de sécurité avec les formats de table ronde dans le classement comme organisation terroriste? C'est pour ça qu'en fait, si il y a une qualification de terrorisme, probablement ne serait qualifié de terroriste que l'aile militaire du Polisario et non pas son aile, disons entre guillemets, politique. Et ça permettrait de laisser une ouverture pour des négociations. Est-ce que l'Union européenne va considérer... si les États-Unis considèrent le Polisario ou l'aile militaire du Polisario comme étant une organisation terroriste, ça voudrait dire qu'automatiquement l'OTAN considérerait le Polisario comme étant une organisation terroriste. Et qui dit OTAN dit les alliés européens des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier aussi que si cela se fait, nombreux seront les pays arabes qui emboîteront les pas aux États-Unis et déclareront à leur tour l'aile militaire du Polisario comme étant une organisation terroriste. Plume verte, je note que ma question est trop sensible visiblement. Alors, je revois la question. Ah, la France, je n'avais pas vu, désolé. La France prépare un mauvais coup contre le Maroc. Macron est-il redevable de l'argent algérien qui lui a permis de financer sa première élection? Bon, apparemment, et selon ce qui avait circulé à l'époque, le financement aurait été l'œuvre de Ali Haddad. Ali Haddad, aujourd'hui, est en tôle et il pourrait difficilement réclamer quoi que ce soit. Maintenant, concernant le financement de partis politiques français par des États africains, je pense que c'est un secret de polichinelle et que depuis Jacques Foccart à aujourd'hui, se sont installées des habitudes, et plus qu'installées, se sont bien ancrées. Et on rappelle aussi que l'ancien président français Nicolas Sarkozy devrait comparaître prochainement devant un tribunal, justement pour répondre de l'accusation de corruption, de financement illégal, en référence à un argent qu'il aurait reçu du leader libyen Muammar Kadhafi. Que doit faire en priorité la diaspora marocaine? J'ai pas compris la question. Israël pourrait-il pourchasser des entités favorables à l'Iran en Afrique? De toute façon, concernant Israël, Iran, etc., il faut rappeler que les services de renseignement ne chôment pas, que ce soit le Mossad, le GRU, la JED marocaine, la DDSE algérienne ou la DGSE française. Les services de renseignement travaillent toujours. C'est vrai que on n'entend pas parler, sauf lorsqu'il y a des bévues, ou comme ce qui a été annoncé dans les dernières heures en Iran, où 2 personnes auraient reconnu travailler pour la DGSE française. Mais tant qu'il n'y a pas d'affaires, le propre des services de renseignement, c'est de rester dans l'ombre. Comment voyez-vous le Burkina Faso sous influence russe? Disons que aujourd'hui, il y a ce nouveau mirage de la Russie qui a commencé par une opération de communication, mais une opération de communication qui dure depuis longtemps,
Et je pense que ça va faire exactement ce qu'a fait l'histoire de la coopération chinoise. Pendant un certain temps, beaucoup de pays africains ont cru au mythe de la coopération chinoise, que les Chinois débarquaient en Afrique avec une générosité énorme, mais rapidement, les pays africains se sont rendus compte que contre ces crédits obtenus, ils ont dû renoncer à certains pans de leur souveraineté, comme à Djibouti, où ils ont renoncé à certains ports qu'ils ont donnés en gestion déléguée et des structures sur lesquelles les Chinois ont la main absolue. Et donc là, aujourd'hui, les pays africains font de plus en plus attention lorsqu'ils signent des accords de coopération ou des accords d'investissement avec les Chinois. Avec s'agissant des Russes, ça va être exactement la même chose. C'est vrai que dans un premier temps, la solution de prestation de services contre autorisation d'exploitation de richesses minières pouvait paraître comme étant une bonne solution du donnant-donnant, mais aujourd'hui, il s'avère que ces pays-là ont tout simplement remplacé un exploiteur colonial par un nouvel exploiteur colonial. Et donc, on a rapporté aussi des exactions commises par les mercenaires de Wagner. Et je pense qu'effectivement, il va commencer à y avoir des voix qui s'élèvent. En fait, il y a déjà, je pense que M. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, a fait une déclaration aujourd'hui ou hier, justement à ce propos, en disant que le Mali n'avait pas vraiment gagné au change en excluant la France et en la remplaçant par les mercenaires de Wagner. Êtes-vous favorable à l'idée de l'instauration d'un e-visa pour voyager au Maroc? Cela nous permettra d'interdire. Non, mais de toute façon, que ce soit e-visa ou pas, les visas, ça relève de stratégie diplomatique, etc. C'est un peu plus compliqué. L'instauration d'un visa ou la suppression d'un visa pour un pays s'inscrit dans des relations un peu plus compliquées que ça. Le Maroc a-t-il un rôle à jouer vis-à-vis de l'influence russe et iranienne en Afrique? Ben oui, le Maroc joue un très grand rôle en Afrique, que ce soit notamment en Afrique subsaharienne. Et là, il faut se souvenir que le Maroc forme énormément d'imams, de mourchidines, mourchidat, chaque année. Là, je crois que le dernier contingent d'imams et de mourchidat qui doivent être formés au Maroc, je pense qu'il s'agit d'un contingent de 300 personnes. Ça a été annoncé il y a à peu près 15 jours. Non, sur ce côté-là, le Maroc, je pense que il fait ce qu'il a à faire. Et de toute façon, M. Nasser Bourita, il y a à peu près un an, avait même parlé de sécurité spirituelle. Et lorsqu'il avait parlé de sécurité spirituelle, il faisait référence à justement cet expansionnisme iranien. Comment sont les... Alors, croyez-vous que les États-Unis vont s'activer plus au Sahel vu l'échec des Français et la remontée de l'influence russe? Oui, de toute façon, le dernier sommet de l'OTAN, et qui dit OTAN dit États-Unis, l'OTAN avait déclaré le Sahel comme zone de sécurité prioritaire. Donc à partir de ce moment-là, les États-Unis sont extrêmement intéressés par ce qui se passe au Sahel. Pardon. Comment sont les relations entre le Maroc et la Fédération de Russie sur le plan économique, diplomatique et politique malgré le contexte actuel?
Non, je pense que les relations, pour le moment, elles sont bonnes. Il y a eu des moments de flottement. On se rappelle que il y avait eu, pendant le Covid, il y a un an à peu près, il y avait eu un semblant de crise lorsque on avait annoncé la suspension de vol, mais les choses sont redevenues à la normale. Il y avait eu une entrevue entre l'ambassadeur marocain à Moscou et le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères. Et donc je pense que non, il y a de bonnes relations. C'est des relations qui sont équilibrées. Et ce qui conforte ce point de vue, c'est que justement, la position du Maroc lorsqu'il s'est agi de voter concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une internationalisation du conflit en Ukraine peut-elle atterrir en Afrique? Bah, ça dépend de ce qu'on entend par internationalisation et ça dépend de ce qu'on entend par conséquence. Bon, la première conséquence déjà, c'est une conséquence alimentaire, puisque nombreux sont les pays africains qui importent leur blé, soit d'Ukraine, soit de la Russie. Et donc, à partir de ce moment-là, dès le début du conflit, ils ont été impactés. Maintenant, est-ce que, en parlant d'internationalisation, on entend que il pourrait y avoir une extension du champ de bataille? Je ne le pense pas. Pensez-vous que le Niger va être le prochain après le Burkina Faso? Ben, disons qu'il y a de très forts risques puisque il y a eu une guerre informationnelle qui avait démarré aussi au Niger contre la France. Il y avait eu quelques manifestations. Il y avait même eu quelques manifestations qui avaient été interdites et réprimées. Il y a eu aussi une campagne de désinformation contre le président du Niger. Dernièrement, il y a eu une campagne qui affirmait que le président nigérien n'était pas originaire du Niger, mais qu'il était d'origine malienne. Ce qui est absolument faux. Mais disons qu'il y a beaucoup de désinformation qui tournent au Niger, justement avec objectif de faire sortir la France du Niger. Le Maroc peut-il utiliser le phosphate pour régler la crise alimentaire au sein du continent africain? Ben, là, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur le rôle de l'OCP dans le soft power marocain, puisque ça fait déjà plusieurs années que l'OCP joue un rôle primordial, très important à l'échelle internationale et que l'OCP mène une véritable diplomatie parallèle et une diplomatie très efficace puisque ces efforts ou la stratégie de l'OCP a donné de très bons résultats. Et aujourd'hui, l'OCP a été aussi la vitrine du Royaume du Maroc en ce sens que le slogan du Maroc d'une coopération win-win, l'OCP, c'est véritablement un cas d'école et un exemple concret puisque l'OCP a ouvert ou a investi dans pas mal de pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, a investi dans des usines de production d'engrais et ce qui a permis pour beaucoup de pays d'obtenir ainsi des engrais à un coût beaucoup moindre, beaucoup plus compétitif et surtout aussi des engrais qui sont totalement adaptés à la nature des sols de chaque pays. Et ça, c'est vrai que dans un cadre de sécurité alimentaire assez difficile, ces actions de l'OCP donnent un avantage certain, mais un avantage aussi bien au Maroc, puisque
c'est un élément de soft power, mais aussi aux pays destinataires, puisque, par exemple, comme le Kenya a pu réduire le coût ou le prix de vente, pardon, de ses engrais de pratiquement 50%. Et ça, pour les paysans kenyans, c'est une économie non négligeable. Est-ce vrai que les Iraniens ont fait du prosélytisme au Maroc au point d'être expulsés du pays? Là, je pense qu'on en avait parlé et ils ont fait du prosélytisme. Il y a eu quelques actions, mais là, je préfère plutôt en revenir dessus. On pourra consacrer de nouveau une autre émission sur le sujet de l'expansionnisme iranien. L'Iran a essayé d'infiltrer le Maroc plusieurs fois. L'Iran a essayé de monter une cellule terroriste dans le nord du Maroc, une cellule qui avait été démantelée à son époque par les services de sécurité marocains. Des armes avaient été saisies. Les services iraniens, et notamment les gardiens de la révolution islamique, mènent un travail d'infiltration depuis de très longues années. Ils sont bien implantés parmi la diaspora marocaine, notamment en Belgique. Aujourd'hui, les Iraniens s'installent aussi en France. Mais disons que c'est très difficile de combattre ce genre d'expansionnisme, surtout qui se fait d'une manière très sournoise et très insidieuse, mais selon les informations auxquelles j'avais pu avoir accès auprès de sources sécuritaires, disons qu'il y a un dispositif assez efficace qui est mis en place, un dispositif de surveillance très intéressant qui est mis en place et qui permet de connaître les agissements pratiquement à tout moment en temps réel. Alors, comment l'Azawad voit la venue des Russes au Mali? Ben, disons que les différents mouvements de l'Azawad sont dans une situation très compliquée puisqu'ils sont tiraillés entre les forces militaires, les FAMA maliennes, pardon, entre le groupe Wagner. Bon, mais généralement, les patrouilles, aussi bien des Wagner et des FAMA, vont ensemble. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est surtout une situation très difficile, très compliquée dans la zone entre Ménaka et Gao, qui fait l'objet d'attaques de groupes armés terroristes islamistes, enfin djihadistes. Et là, d'après ce qu'on avait pu échanger dernièrement, il y a énormément de problèmes puisqu'il y a beaucoup de populations qui ont déserté leur village et qui cherchent à se réfugier beaucoup plus dans le centre du Mali et que la situation est de plus en plus compliquée, surtout que la communauté internationale ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe dans cette région-là des trois frontières. En fait, la situation est beaucoup c'est très compliqué ce qui se passe, puisque ce n'est pas uniquement une question de groupes djihadistes ou de Wagner, puisque on a par exemple les Peuls s'allient aux groupes terroristes, mais pas par conviction, mais surtout pour pouvoir déloger les Touaregs de certaines régions qui sont riches en eau. Et là, à partir de ce moment-là, les Peuls peuvent, qui sont une ethnie dans la région, les Peuls peuvent mener leur activité d'élevage grâce à cette eau.
Et donc, ce n'est pas uniquement une question de djihadisme ou de pur terrorisme, mais il y a aussi d'autres intérêts ethniques qui interviennent dans cette zone. Y a-t-il des tentatives de conversion au chiisme en Afrique de l'Ouest? Ben non, c'est pas en Afrique de l'Ouest, mais c'est dans l'Afrique tout entière. Euh, Par exemple, au Nigeria, chaque année, l'Iran offre pratiquement 18 000 bourses universitaires pour des étudiants pour qu'ils aillent poursuivre leurs études universitaires en Iran. Il y a aussi des actions humanitaires. Et tout ça, toutes ces actions-là sont autant de vecteurs pour faire du prosélytisme en Afrique. Mais que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Europe ou en Afrique du Nord. Et surtout, par exemple, dans le cas de l'Algérie ou la Tunisie. La Tunisie surtout, puisque le chiisme en Tunisie est assez ancien et remonte pratiquement au début des années 60, une dizaine d'années après l'indépendance de la Tunisie. Bon, je pense qu'on a conclu notre heure. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Au plaisir de vous revoir sur un autre live. En attendant, merci de liker. Si vous avez des commentaires, des remarques, des critiques, elles seront les bienvenues. Nous essayons de nous améliorer chaque jour. C'est sûr que nous sommes encore loin de la perfection, mais nous faisons des efforts pour nous améliorer chaque jour. Et si vous pouvez rejoindre notre communauté sur YouTube, vous serez bien les bienvenus et il y aura aussi des rencontres qui seront dans le futur dédiées aux membres de la communauté. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et au plaisir de se revoir pour une prochaine.